Le cours de l'an dernier, le deuxième à traiter d'Athènes à l'époque hellénistique, a porté essentiellement sur les vicissitudes politiques, parfois militaires aussi, que cette cité dut affronter au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, entre deux libérations, celle de 287, quand les Athéniens secouèrent les armes à la main le joug du roi Démétrios Poliorcète, sans pouvoir cependant récupérer d'emblée le contrôle de tout leur territoire, et la libération qu'après une nouvelle et très longue période de tutelle macédonienne, ils surent obtenir par la négociation, cette fois, au lendemain de la mort du roi Démétrios II, qui était le petit-fils homonyme du Poliorcète. Le demi-siècle qui s'étend entre ces deux tournants reste, on l'avait constaté à maintes reprises, une des phases les plus obscures de l'histoire athénienne et de l'histoire grecque en général. Cela ne signifie nullement que durant ces 3 décennies, les Athéniens n'auraient rien su accomplir qui fût digne d'être rapporté. Le peu que l'on devine de leurs faits et gestes, comme aussi de leurs institutions, de leur culte, suffit à attester qu'ils déployèrent alors une grande activité, menant aussi, au nom de l'éleutéria, de la liberté, un rude combat, d'ailleurs soutenu par d'autres États, car Athènes ne doit pas être vue, évidemment, comme un cas isolé. Même après avoir perdu à nouveau leur indépendance, au terme de la guerre dite de Crémonidès, en 261, ils ne se résignèrent jamais à la présence d'une force d'occupation. Et cet état de sujétion, en dépit de sa durée, ne les détourna nullement de veiller au bon fonctionnement de leurs organes et de leur constitution démocratique et d'assurer par eux-mêmes, à côté des Macédoniens, la défense de leur territoire. En réalité, ce qui rend si difficile l'étude de ces années-là, et en particulier des 2 décennies 260-240, c'est tout simplement un déficit d'information qui a des causes manifestement ou parfaitement identifiables. Du côté de l'épigraphie, c'est l'absence de ces grands décrets honorifiques brossant toute la carrière publique d'une personnalité éminente, ces documents qui permettent aux modernes de reconstituer progressivement des pans entiers de l'histoire athénienne, comme on l'a vu, je ne montre que pour mémoire, le quart de l'Attique, le grand décret, on n'a qu'une partie ici pour Callias, un autre pour Phaïdros de Sphétos, Callias se montrant toujours prêt à tirer parti de sa position d'officier au service des Ptolémées en Égypte, pour rendre à sa patrie de signaler service. Le second, Phaïdros, donc, jouant en tant que haut magistrat, un rôle politique parfois moins clair face à l'autorité macédonienne, au point que certains ont pu voir en lui un opportuniste, sinon même un collaborationniste, qui de fait, à la différence de Callias, n'aurait été récompensé par ses compatriotes, par ce décret dont vous ne voyez ici qu'une partie, il est très long, qu'après la victoire du roi Antigone Gonatas en 261, vers 258 seulement. Mais des raisons fort sérieuses, même si elles n'ont pas encore été pleinement reconnues, plaident aujourd'hui pour mettre le décret qui l'honore, hélas mutilé malgré sa longueur, en 262 déjà, un moment de sursaut et d'espoir, on l'avait vu, dans le déroulement de la guerre d'usure que subissaient alors les Athéniens. Or, de tels documents manquent cruellement pour la période 261-229, même si l'on possède, à partir de 250 environ, plusieurs décrets intéressants, eux aussi, qui souvent ont été retrouvés, non pas à Athènes même, mais dans les dèmes fortifiés de l'Attique, tels Éleusis ou, encore plus nettement, à Rhamnon, dans la forteresse fouillée ces dernières années, où justement se trouvaient des citoyens en service de garnison, appuyés par des mercenaires à la solde du pouvoir macédonien, qui côtoyaient la population locale et se préoccupaient aussi, partageaient ces préoccupations. Parmi ces inscriptions,
quelques-unes demeurent certes inédites, mais on n'a sans doute pas oublié que grâce à la générosité des épigraphistes grecs à qui en incombe la publication, nous avons pu avoir la primeur de plusieurs d'entre elles, ainsi d'un décret de Rhamnonte pour un stratège des années 240, Arcandros, dont l'inventeur, Vassilios Petrakos, m'avait autorisé à vous communiquer la teneur. On se souvient aussi des beaux décrets, deux beaux décrets d'Athènes cette fois, pour les cytophylaques en activité au début de la guerre dite démétriaque, en 239. Document très riche en informations de toutes sortes, qu'a présenté ici même, ou dans la salle à côté, M. Karalambos Kritsas. Si donc il n'y a pas de réelle rupture dans la documentation épigraphique, il n'en demeure pas moins vrai que c'est seulement après 229 que l'on voit réapparaître les décrets conférant les megistai timai, les plus grands honneurs aux citoyens pouvant se prévaloir en fin de carrière d'une longue série de services rendus à la cité. On en verra au moins deux exemples dans les leçons à venir, l'un, hélas, mutilé, mais important quand même, l'autre, heureusement, bien conservé. Le second changement observable, de nature historiographique, concerne alors les sources littéraires. Pour le milieu du IIIe siècle, celles-ci sont en effet très déficientes. Ce passage à vide, on peut le dire, tient non pas à la carence des historiens ayant vécu à cette époque ou ayant traité plus tard de cette phase historique, mais à la perte, pour ainsi dire, complète de leurs ouvrages. On pense en particulier, d'abord, à Timée de Tauroménion, en Sicile, qui avait travaillé à Athènes même, jusqu'en 254, année de sa mort, à une grande histoire de l'Occident grec, d'où la Grèce propre n'était pas du tout absente, surtout pour la période du fameux Pyrrhus d'Épire, l'adversaire des Romains, mais qui fut l'allié d'Athènes après la libération de 287 et mourut à Argos 15 ans plus tard, en combattant contre ce roi Antigone Gonatas, qui ne devait pas tarder à devenir le maître d'Athènes. Pour l'histoire de cette cité, toutefois, la perte la plus sensible, incontestablement, est l'œuvre celle de l'œuvre de Philarque, un Athénien précisément, qui donnait à coup sûr, quoi qu'en ait dit Polybe, pas moins sévère à l'égard de Philarque que déjà de Timée, un tableau assez précis de la période correspondant au règne d'Antigone Gonatas et de Démétrios II, donc jusqu'au tournant de 229, avant de faire le récit très détaillé des déboires d'Aratos de Sicyone, je ne sais pas si j'ai une carte là, oui, enfin Sicyone lors du Péloponnèse, le chef charismatique du koinon achéen, du koinon, cet état fédéral péloponnésien auquel Athènes, une fois libérée en 229, aurait pu ou dû adhérer. Le point de vue de Philarque était d'autant plus digne d'intérêt qu'il se trouvait être souvent opposé à celui de Polybe, surtout à partir du moment où les Achéens, en but aux attaques du roi Cléomène de Sparte, donc au sud de Péloponnèse, sollicitèrent vainement l'aide des Athéniens. On reviendra sur ce point capital de l'histoire athénienne. La disparition presque totale de Philarque est quelque peu atténuée par l'existence de Plutarque et de son œuvre, qui, dans ses vies d'Aratos et de Cléomène, a su faire une place au témoignage de cet historien mal aimé. Mais le célèbre biographe ne nous a laissé pour cette époque aucune vie de roi macédonien. On peut certes comprendre qu'Antigone Gonatas, souverain peu romanesque, n'ait retenu qu'épisodiquement son attention de moraliste. Il est plus surprenant qu'il ait laissé de côté, sauf à en traiter indirectement à travers d'autres biographies, le règne capital et le portrait contrasté à souhait du roi Philippe V, figure de proue, 40 ans durant, dans le dramatique affrontement du monde grec avec la puissance romaine. Comme le mettra en lumière, ici même, dans 15 jours,
le professeur Miltiades Hatzopoulos, spécialiste reconnu de la Macédoine antique. Si la situation s'améliore sur le plan de l'historiographie, à partir du tournant de 229, cela tient largement, bien sûr, aux histoires de Polybe, et aussi, il faut bien le marquer, car on l'oublie parfois, à la conservation complète, en tout cas pour cette période, du récit de Tite-Live, qui permet de suppléer en partie aux pertes subies par le texte de Polybe. On verra que c'est en latin que sont conservées des pages essentielles de l'histoire d'Athènes, Tite-Live ayant traduit d'assez près son modèle grec. Polybe est donc, au bout du compte, notre source principale à partir de la fin des années 220, quand survient ce qu'il appelle la symploquée, l'imbrication des affaires gréco-macédoniennes et romano-puniques. Cependant, avant d'examiner un peu plus près cette conjoncture, afin de comprendre aussi la position très critique du grand historien vis-à-vis d'Athènes, je voudrais revenir aujourd'hui sur un texte littéraire qui n'a certes ni la valeur, ni surtout l'ampleur de l'œuvre de Polybe, mais qui est précieux pour juger de ce qu'était Athènes en cette fin du IIIe siècle. C'est la description par un certain Héracléidès, dit le Crétois, le critique, des villes de l'Hellade, Péritone, Ente, Elladi, Poléon. Donc, la Grèce propre, à l'exclusion du Péloponnèse, opuscule dont on ne possède plus, à dire vrai, que quelques extraits. Lors de la dernière leçon du cours de l'an dernier, nous avions vu que la date de ce texte avait été passablement discutée par les érudits, au point de susciter un certain scepticisme sur la possibilité même de parvenir à une chronologie précise dans le courant du IIIe siècle. Ainsi, chez le meilleur connaisseur actuel d'Athènes hellénistique, le professeur Christian Habicht, dans l'ouvrage de référence dont nous avons assuré naguère, ma femme et moi, la version française, disponible aux belles lettres, en deuxième édition, revue et augmentée. On dira peut-être qu'il n'importe guère de savoir si cette description est attribuable au début, au milieu ou à la fin du IIIe siècle, voire seulement aux premières années du IIe, comme cela fut soutenu autrefois par maints érudits. Certes, du point de vue de Sirius, ou d'autres étoiles plus lointaines encore, l'enjeu paraît mince. Pourtant, ainsi que le notait l'allemand Fabricius il y a plus d'un siècle, le caractère très personnel de l'ouvrage exige de ses lecteurs qu'ils ne se contentent pas d'une datation vague, car chaque époque, chaque décennie même, a sa tonalité propre. Ceci n'est pas une chose nouvelle qui découlerait aujourd'hui de l'accélération technologique avec les changements rapides qu'elle implique. Non, mutatis mutandis, on peut observer la chose dès l'Antiquité. En l'occurrence, rien ne le montre mieux que la position défendue sur cette question par Alexander Arendts, auteur d'une récente dissertation de Fribourg en Brisgau, pour qui Héracléidès serait le témoin d'une phase bien précise et plus ancienne qu'on ne le pense communément de l'histoire de la cité, à savoir les années 280-270 environ, quand les Athéniens continuaient, selon lui, à subir les conséquences économiques de la présence macédonienne dans le port du Pirée, tout en bénéficiant déjà d'une complète indépendance politique. Si donc l'on devait adopter cette opinion, ou même seulement la tenir pour admissible, il est clair qu'on ne pourrait plus alléguer ce texte, du moins pas sans les plus expresses réserves, pour la période postérieure, nouvelle, très différente, qui commence avec la libération de 229. Or, c'est précisément ce que j'ai pensé pouvoir faire, avec confiance, dans mon cours de l'an dernier, on s'en souvient peut-être. D'où la nécessité de mettre à l'épreuve la thèse défendue par ce jeune historien dans un livre qui mettait
resté inaccessible jusqu'ici, quoique paru en 2006 déjà. Livre dont le titre, vous le voyez, Herakleides Kritikos, über die Städte in Hellas, est assorti d'un sous-titre proclamant d'entrée de jeu la date assignée à Herakleides, eine Perigesis Griechenlands, am Vorabend des Kremodelischen Krieges. L'œuvre est ainsi présentée avec beaucoup d'assurance comme un témoignage sur la situation d'Athènes à la veille de la guerre de Crémonides. Donc, avant que n'éclate en 268 ce conflit qui devait entraîner pour Athènes une servitude de plus de 30 ans. La thèse en question n'a fait jusqu'ici, à ma connaissance, l'objet d'aucune recension critique. En tout cas, l'aplomb de l'auteur, sa conviction pleine et entière, un certain talent d'exposition, servi par une information non certes irréprochable, mais le plus souvent assez complète, semble en avoir imposé à son jury, formé d'excellents historiens d'outre-Rhin. Avant de reprendre sur nouveaux frais le problème de la datation, j'aimerais toutefois revenir sur une question dépourvue d'incidence chronologique. On avait vu qu'à la fin de son évocation d'Athènes, au paragraphe 4, et il est dans votre exemplier, Héracléides fait un portrait contrasté, je ne vais pas venir, des Athénaioi, voilà le texte, oui, et des Attikoi, quant à leur conduite, attitude respective à l'égard des étrangers notamment. Ma conviction était, et reste, pour le dire tout de suite, que cette opposition ne saurait avoir de sens que si le terme Attikoi désigne non pas les gens de la campagne attique, comme on l'a pensé très communément jusqu'ici, mais ceux des habitants, enoikuntes, non dotés de la citoyenneté, dont le nombre était alors considérable. Or, je constate que l'auteur de la nouvelle étude défend à son tour l'opinion traditionnelle en rejetant l'autre, l'interprétation qui avait été esquissée mais un peu oubliée il y a plus d'un siècle par l'épigraphiste Wilhelm Dittenberger, à partir d'une étude sur la valeur propre de ces dérivés toponymiques en ikos, catégorie grammaticale, thétique, à laquelle l'adjectif Attikos appartient pleinement. Je ne vais pas redire ici les raisons d'ordre institutionnel et social que je faisais valoir contre l'idée que les Attikoi aient pu désigner les Athéniens de la campagne par opposition à ceux de la ville, lesquels seraient donc, dans cette thèse, les seuls à mériter l'appellation de Athénaioi. Contre-vérité évidente à mes yeux. Je me bornerai à ajouter une observation de bon sens. Comment pourrait-on admettre qu'Héracléides ait voulu, ou seulement pu, faire une distinction entre les citoyens domiciliés en ville et ceux qui, tout en étant inscrits dans les dèmes ruraux, dans cette campagne attique, fréquentaient la ville plusieurs fois par mois, voire tous les jours pour certains, à l'occasion des assemblées et des fêtes, puisque le voyageur lui-même, donc Héracléides, ne laisse nulle part entendre que c'est dans les bourgs de l'Attique, plutôt que dans la ville, qu'il a eu, lui, à pâtir de la curiosité malveillante de ce qu'il appelle Attikoi, à qui il ne reproche d'ailleurs nullement d'être des campagnards, des gens lourdeaux ou incultes, mais d'être des affairistes, des dénonciateurs, des sycophantes, en un mot, à la différence des Athénaioi, ces citoyens qui, n'ayant pas pour la plupart d'activités professionnelles, ont tout loisir d'être hospitaliers et magnanimes. Passons maintenant, puisqu'il le faut bien, au problème chronologique, en rappelant qu'à défaut d'une opinio communis, d'unanimité sur cette question, une fourchette temporelle assez large est admise par tout le monde depuis l'édition critique et l'étude de Friedrich Pfister, Die Reisebilder des Herakleides, de 1951, édition qui a fait autorité pendant
longtemps. Dans son sillage, on s'est accordé à penser que l'ouvrage était postérieur aux alentours de 290-280, et cela pour deux raisons aussi contraignantes que convergentes. Car d'une part, on y trouve mentionnée la ville de Démétrias, située dans le pays des Magnettes, au fond du golfe de Volo, sud du Pélion. Or, cette ville a été fondée en 200 ou vers 293 avant Jésus-Christ, pas avant, par le roi Démétrios de Macédoine pour servir de débouché maritime à la Thessalie. D'autre part, il y a les citations poétiques que fait Héracléidès, en particulier des vers du poète comique Poséidippos, dont les premières pièces furent jouées sur la scène athénienne peu après la mort de l'illustre Ménandre en 291, donc vers 285 au plus tôt. La façon même dont Héracléidès cite Poséidippos, en le qualifiant expressément et par deux fois de poète comique. Parvenir, un peu lent ce matin, mais vous n'avez pas ces passages dans votre dossier. Il le traite, donc il le qualifie de commodion poietes, chose qu'il ne fait jamais par ailleurs. Cela fournit un indice chronologique supplémentaire. C'est qu'alors déjà, voilà, il est là, vous voyez, Poséidippo, non, bon, on est passé tout de suite, voilà, deux citations, et dans les deux cas, Héracléidès qualifie Poséidippos de poète comique, alors que lorsqu'il cite d'autres poètes, quel que soit leur nom, il ne donne aucune précision. C'est donc un indice. C'est qu'alors déjà existait très certainement un autre poète du même nom, en l'occurrence Poséidippos de Pella, qui était un célèbre auteur d'épigrammes que l'on connaît mieux aujourd'hui grâce à un important papyrus de Milan, publié il y a 10 ans seulement. Or, ce Poséidippos-là, qui vécut à la cour d'Alexandrie jusqu'au début du règne de Ptolémée III, c'est-à-dire vers 200, les années 240, dut acquérir une certaine notoriété dès avant les années 260-250, puisqu'un décret de la Confédération étolienne, à Thermos, en Étolie, honore cet épigrammatiste en le qualifiant, vous le voyez, de Poséidippos, Poséidippo, to epigrammatopoio, pellaio. Et cela vers 260. Mais ce n'est guère avant cette époque que le besoin a dû se faire sentir parmi les lettrés de distinguer les deux poètes homonymes afin d'éviter toute confusion. Par conséquent, l'opuscule d'Héracléidès doit dater au plus tôt du milieu du IIIe siècle, conclusion qui a été tacitement écartée par Arens, l'auteur de la dissertation, soucieux de défendre la datation la plus haute possible. Pour ce qui est de la limite chronologique inférieure, on dispose également de quelques points d'ancrage. On ne mentionnera certes que pour mémoire la barrière absolument infranchissable que constitue la destruction de la ville d'Aliar, qui apparaît ici, là, au sud du Copaïs, en Béotie, par les Romains en 171 avant Jésus-Christ, puisque Aliar cessa alors complètement d'exister et devint une simple possession athénienne. On reviendra plus tard sur cette appropriation inattendue. Or, Héracléidès, lui, met toujours Aliart au nombre des cités béotiennes. Si précieux soit-il, cet indice est pourtant passé au second plan depuis que l'on a pris conscience qu'un autre passage de l'œuvre permet de fixer une limite sensiblement plus haute et donc plus utile. C'est la description de la ville de Chalcis sur le Rip, une position privilégiée, ce passage, qui implique en effet que cette importante place de commerce n'avait pas encore subi alors les graves déprédations dont elle fut victime en l'an 200, suite à une attaque tout à fait soudaine de la part des Romains dans le climat très tendu
de la première année des hostilités entre Rome et la Macédoine, on y reviendra. Car le périégète fait voir une ville dotée de tous les équipements nécessaires, notamment dans sa description, que je ne peux pas commenter ici, mais qui est remarquable, des gymnases, des stoas, des sanctuaires, des théâtres, avec des peintures, des statues, une agora bien située dans une position insurpassable, donc une description très enthousiaste. Et cette ville jouit d'une prospérité exceptionnelle, en dépit, ou plutôt à cause, de son statut de cité sujette de la Macédoine, sans l'ombre alors d'une menace à l'horizon. Donc, de l'avis assez général des critiques, le voyage d'Héracléidès doit nécessairement se situer avant l'année 200, puisqu'à cette date, le centre de Chalkis fut, encore une fois, victime de l'attaque, fut incendié lors de cette attaque, et son magnifique emporion fut laissé en ruine. Urbs semiruta ac fumans, dit Tite-Live de façon très expressive, dans le sillage très certainement de Polybe. Je vous montre ce passage sans le commenter, on y reviendra ultérieurement. Là où les choses se gâtent et où les opinions divergent, c'est sur la question de savoir si le voyageur a parcouru la Grèce avant ou seulement après le grand tournant qu'a été la libération d'Athènes en 229. Un passage en particulier de cette description a pesé de tout son poids dans cette affaire. C'est la mention qu'Héracléidès fait de 3 gymnases, agrémentés de beaux arbres, dit-il, c'est dans votre dossier, de sol aussi, en pelouse, il le dit clairement, panta katadendra, tekai epitois et daphesi, poio de. Ce sont ces 3 gymnases de l'académie, du lycée et du cynosarge. Au lieu non seulement de l'éducation physique, mais aussi de la formation philosophique et littéraire des jeunes Athéniens. De cette brève évocation d'Héracléidès, on a inféré 2 choses sur le plan chronologique. La première, parfaitement raisonnable, et l'autre, infiniment plus contestable. Il est bien établi, en effet, que ces édifices eurent aussi beaucoup à souffrir, comme tout ce qui se trouvait hors des murs d'Athènes, lors d'une attaque également de l'année 200 par le roi Philippe V. Et on voit qu'à la lecture de Tite-Live en particulier, livre 31, que ces édifices ont été touchés directement, saccagés, tandis que le sort de l'Académie qui était un peu plus éloigné, qui était un peu plus éloigné au-delà des portes, la porte du pylône qui est en bas de l'image, de la maquette, tandis que le lycée qui devait se trouver par ici, on n'est pas encore tout à fait sûr, et le cynosarge dans ce secteur, devant les portes, tout près des portes, ont énormément souffert de l'attaque. C'est donc, à juste titre, que l'on voit dans l'évocation faite par Héracléidès des espaces verts dont s'ornaient ces 3 gymnases, de leurs magnifiques arbres, une nouvelle preuve que son ouvrage est décidément antérieur à l'an 200. Mais on a cru pouvoir tirer un indice supplémentaire du fait que notre voyageur passe sous silence en revanche, 2 autres gymnases athéniens, celui de Ptolémée, le Ptolémaïon, et un autre gymnase, le Diogénéion, du nom de l'officier athénien au service de la Macédoine, qui rendit possible en 229 la libération à prix d'argent de la cité occupée. Ces 2 gymnases, il faut bien le dire, ne sont pas encore localisés de manière totalement assurée, non pas au centre de l'ancienne agora, mais probablement en bordure de ce qui sera l'agora romaine, mais ils sont mentionnés. Dans un article intéressant, publié naguère en Allemagne dans un volume collectif, l'archéologue connu
Klaus Fitschen, c'est le passage du titre-livre, juge que l'omission, voilà l'article de Fitschen, 1995, juge que cette omission par Héracléides de ces deux nouveaux établissements est un argument très fort pour mettre son ouvrage avant 229 en s'appuyant sur les résultats acquis dès 1982 par Habicht dans l'identification du souverain égyptien à qui Athènes devait justement ce gymnase du Ptolémaïon, car il ne fait plus de doute aujourd'hui que c'est le roi Ptolémée III, récompensé d'honneurs exceptionnels, on le verra encore, pour avoir accordé son soutien à la cité dans la périlleuse conjoncture de l'année 224. On notera cependant que Habicht lui-même s'est bien gardé de tirer de sa propre étude toute conclusion chronologique concernant Héracléides, et avec raison à mon avis. Car en prétendant pouvoir dater cette œuvre sur un simple silence, l'archéologue allemand, suivi maintenant sans réserve par son jeune compatriote Alexander Arens, a recours à ce que l'on appelle précisément un argumentum et silencio, qui est d'un maniement toujours délicat. En l'occurrence, il apparaît comme des plus faibles, et cela pour deux raisons. C'est d'abord qu'Héracléides a fort bien pu se borner à ne mentionner que les trois principaux gymnases, je reviens à la carte, qui étaient les plus connus sur le plan philosophique et littéraire également, avec les noms de Platon, d'Aristote, aussi de Socrate, des petits socratiques au Kinosarge. De fait, le voyageur s'est montré très sélectif dans son évocation des grands édifices athéniens, n'ayant Dieu, si l'on peut dire, que pour le théâtre de Dionysos, que pour le Parthénon et l'Olympieion, ne mentionnant pas même le temple d'Héphaïstos et d'Athéna, qu'on connaît bien, le pseudo-Théséion, en bordure de l'agora, ne disant d'ailleurs rien de l'agora elle-même et de tous les portiques célèbres qui l'entouraient. En conclura-t-on qu'il n'existait pas encore, ou qu'il n'existait plus de son temps, ce serait évidemment absurde et contredit par l'archéologie. D'autre part, pour ce qui est du Ptolémaïon et du Diogénéion, dont la localisation, encore une fois, exacte n'est pas acquise, rien ne prouve qu'ils aient été en usage avant 200. La première attestation du gymnase fondé par Ptolémée est liée à une statue que les Athéniens, selon Pausanias, avaient érigée du philosophe Chrysippe, le grand chef de l'école stoïcienne, dans la seconde moitié du IIIe siècle. Mais il faut bien voir que cette statue a toutes les chances d'avoir été en honneur posthume, postérieure donc à la mort de Chrysippe en 206. Quant au Diogénéion, on s'étonne beaucoup de lire chez Arens que, je cite en traduisant, Diogénès fonda son gymnase au lendemain de la libération d'Athènes en 229, comme si cet officier avait été un nabab voulant doter la ville d'un nouvel édifice pour la jeunesse. En réalité, le Diogénéion est un espace sacré en relation avec un culte héroïque qui, nous croyons l'avoir montré l'an dernier, dut n'être institué qu'à la mort de ce Diogénès, vers 200 au plus tôt. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que ni le Ptolémaïon ni le Diogénéion n'apparaissent avant la basse époque hellénistique dans les décrets pour les éphèbes. Bref, il serait tout à fait imprudent de vouloir tirer du silence d'Héracléides sur ce point le moindre indice chronologique. Y a-t-il alors d'autres raisons plus consistantes en faveur d'une datation avant 229, qui ferait de cette description d'Athènes un témoignage particulièrement digne d'intérêt sur la période d'occupation macédonienne? L'argument principal en faveur de cette thèse fut avancé dès 1888 dans un recueil de mélange, une Festschrift, paru en Allemagne, par un très honorable érudit, dont j'ai déjà cité le nom, lui aussi de nationalité allemande, Ernst Fabricius,
À cette époque, la tendance était tout à l'inverse de vouloir placer l'opuscule d'Héracléidès au début du IIe siècle seulement, et même très précisément entre 192 et 190, au prix d'un raisonnement qu'il ne vaut guère la peine de reproduire aujourd'hui. Le mérite incontestable de Fabricius fut donc de réfuter ces tentatives. Mais son tort a été de vouloir persuader ses lecteurs qu'il y avait une véritable preuve chez Héracléidès de la mainmise macédonienne sur Athènes. C'est l'emploi que le périégète fait du mot douleia, servitude, au paragraphe 2. Certes, Fabricius fut loin de convaincre tout le monde. Et, en particulier, Ferguson, l'auteur de ce qui était et qui est resté fort longtemps l'ouvrage de référence, Hellenistic Athens, de 1911, repoussait cette conclusion. D'autre part, l'éditeur du texte d'Héracléidès, Pfister, en 1951, alla même jusqu'à éliminer ce mot douleia qui gênait, au profit d'un autre. On va voir lequel dans un instant. Mais le fait est que l'opinion de Fabricius a continué et continue à avoir de solides partisans en Allemagne, notamment, comme le montre assez l'article, encore une fois, de l'article de l'archéologue Fitchen, et surtout maintenant la thèse d'Alexander Arens. Notons toutefois que celui-ci se distingue de ses devanciers par un raffinement dans l'exégèse qui prétend s'appuyer sur les résultats les plus significatifs des travaux de Habicht en particulier, de Dreyer, sur l'Athènes du milieu du IIIe siècle. Le jeune historien ne se contente plus, en effet, d'attribuer l'opuscule à la période de sujétion complète d'Athènes entre 261 et 229, comme le fait par exemple Fitchen, qui privilégie les années de redressement entre 250 et 230. Il est convaincu, lui, que la seule époque appropriée au contenu de l'œuvre est celle qui a précédé, et non pas suivi, la guerre de Crémonidès, quand Athènes, selon l'opinion actuellement prévalente, était à la fois pleinement indépendante, depuis 287, et toujours embarrassée, si l'on veut, par la présence d'une garnison macédonienne au Pirée. Voilà donc comment il conviendrait d'expliquer la discrète allusion à la douleia, à la servitude, alors que pour le reste, la cité d'Athènes apparaît chez Héracléidès comme un État libre de toute tutelle étrangère. Examinons donc d'un peu plus près ce passage dont le mot à mot a donné un peu de fil à retordre au traducteur. Il est vrai, tout le paragraphe 2 d'Héracléidès. Notre périégète, attentif, comme toujours, aux ressources agricoles des cités qu'il décrit, ce qui est d'ailleurs une constante dans l'ethnographie grecque, relève que si les produits de l'Attique sont tous de valeur inestimable et d'un goût supérieur, ta ginomena ectes ges panta atimeta, kai prota te geusei. Du point de vue de leur quantité, en revanche, ils sont un peu trop rares, micro-spagnotera. Donc pas loin d'être insuffisants. Mais, ajoute-t-il aussitôt, en une formule certes un peu alambiquée, la manière de vivre des étrangers est on xenon diatribe, le mot est reporté un peu plus loin, en communauté avec chacun des Athéniens, et kastoi sunoikoumene, expression un petit peu difficile, étant conforme à leurs attentes, tais epitumiais œil armostos, leur fait oublier cette servitude en fixant leur pensée sur le côté plaisant des choses. Perisposaten dianoian, epito areskon, ten leten, l'oubli, tes douleias ergazetai. C'est que, poursuit-il dans le même sens, la cité, de par les spectacles et les loisirs offerts aux gens du peuple, se rend comme insensible à la disette. Et idetaismen theais et polis, kai skolais, tois demotikois, anepaistetos limou, disette. Engendrant ainsi l'oubli de la fourniture en grains, la formule est jolie, ten leten empoiusa teston citon prosphoras. Mais
pour qui il y a des prévisions de route, Ephodia de Ekousi, écrit encore Héracléidès, il n'y a pas de ville comparable à celle-ci pour ce qui est du plaisir, ou des miat oyaute pros edonen. La ville, poursuit-il, a d'ailleurs d'autres commodités encore, en grand nombre, etera des polis, edea ekei kai pola. Bref, les cités d'alentour ne sont que des faubourgs des Athéniens. Le mot-clé dans cette description d'une ville où il fait bon vivre, pour autant que l'on ait quelques moyens, c'est donc douleia, servitude, puisque c'est la présence de ce mot, c'est de la présence de ce mot que certains critiques ont tiré la conclusion qu'Athènes était alors sous tutelle, comme Chalcis, par exemple, dont Héracléidès dit fort explicitement, en l'occurrence, que les habitants edouleionto depuis longtemps, étaient asservis, sans pour autant en pâtir d'ailleurs, sur le plan économique et culturel, loin de là, on l'a vu. Mais les deux passages sont-ils réellement comparables? Et la douleia dont il est question ici a-t-elle quelque chose à voir avec la suggestion des Chalcidiens? Dans son édition de 1951, encore une fois, Pfister le croyait si peu qu'il avait jugé nécessaire de corriger le texte transmis en éliminant purement et simplement le mot, la leçon douleia, fournie par tous les manuscrits, au profit d'un mot tel que, avait-il tenté, boulimia, la faim, la famine, lequel aurait été estropié par un copiste. Cette correction, il faut le dire, est peu satisfaisante et n'a guère convaincu, puisqu'elle ferait dire à Héracléidès, deux fois la même chose, en somme. D'abord, l'oubli de la disette, de la famine, l'éthène, tes boulimias, puis l'oubli des importations de blé, l'éthène, tes ton, citon prosphoras. On ne peut dès lors qu'approuver les critiques qui, avant Arens déjà, ont repoussé cette intervention philologique un peu arbitraire. Le maintien de douleia est d'autant plus recommandable que l'on peut donner à ce mot une signification très générale. La douleia, c'est l'obligation de se nourrir quotidiennement. C'est la servitude du ventre, en quelque sorte. Notion qui n'est pas du tout étrangère dans la pensée grecque, même si elle s'exprime souvent en d'autres termes, par dès l'Odyssée, chez les philosophes du IVe siècle, tels Socrate, dans les Mémorables de Xénophon, où on voit l'emploi de douleia dans ce sens, douleiein, to gastré. Cette solution économique a été sagement retenue par M. Éric Perrin dans une présentation succincte de la description d'Athènes par Héracléidès en 1994. Mais Arens, lui, pour rien au monde, n'a voulu s'y ranger. D'emblée, il est parti sur une autre piste, plus valorisante à ses yeux, c'est l'interprétation politique et en conformité avec la tradition inaugurée, en quelque sorte, par Fabricius. Fort de cette conviction initiale, il a voulu donner à tout ce passage une signification qui n'était venue à l'esprit de personne, et pour cause, rien en effet ne la suggère. Relevons d'abord que c'est par un artifice de traduction que ce chercheur prétend établir un lien entre la douleia et le statut d'Athènes, en faisant apparaître les Athéniens en début de phrase, das Zusammenleben der Athener, dit-il, alors que le sujet, on l'a vu, c'est la diatribe ton xénon, le séjour des étrangers, et leur cohabitation avec la population locale. De fait, l'ethnique athénaïoi ne s'y trouve pas. Comment dès lors un lecteur non prévenu et de bonne foi pourrait-il en tirer la conclusion que l'auteur veut parler ici de la douleia, de la servitude des Athéniens vis-à-vis d'un pouvoir supérieur, autrement dit, de la monarchie macédonienne, dont il n'y a pas trace, par ailleurs, dans cette évocation d'Athènes. C'est le premier point, ou si l'on veut, le péché originel de cette thèse. Mais voilà que, non content de cette acrobatie, Arens fait un pas, j'allais dire un saut de plus,
dans l'arbitraire par rapport à l'honnête Fabricius. Et c'est là le second point que je voudrais mettre en évidence. La mention de l'approvisionnement en blé serait l'indice, que dis-je, la preuve, car le jeune historien ne s'embarrasse pas de nuances, d'une situation exceptionnellement difficile pour les Athéniens, obligés d'importer du grain dans les plus mauvaises conditions du fait de l'occupation du Pirée par une garnison macédonienne. De ce port, il n'est pourtant pas fait une seule fois mention chez Héraclédès, qui ne prononce à aucun moment le nom du Pirée. Qu'à cela ne tienne, c'est tellement évident, mais donc tout le monde jusqu'ici n'y aurait vu que du feu, puisque même un historien économiste comme notre collègue Graham Oliver, dans sa thèse de 2007 sur l'approvisionnement justement d'Athènes, n'a pas songé un instant à alléguer le témoignage d'Héraclédès. Enfin, ça c'était le Xénophon, on y arrive, donc Douleion Gastri, assez clair, bon, le texte n'apparaît pas, tant pis. Enfin, donc, bouquet final de ce triple saut périlleux, c'est nécessairement, nous dit-on, entre 287 et 268 que les Athéniens ont été placés dans cette situation économique qui conjugue souveraineté politique et dépendance économique. Toutefois, comme Héraclédès ne saurait guère décrire l'Athènes des 280, c'est une concession que fait Arens, sa visite étant manifestement postérieure à cette date, Arens jette son dévolu en fin de compte sur la décennie 280-270, en faveur de laquelle il croit pouvoir alléguer divers arguments qui touchent directement ou indirectement à l'épigraphie. D'une part, la pression du roi Antigone Gonatas sur Athènes, qui s'exerce plus fortement depuis sa victoire de l'année 276 sur les Celtes, qu'on avait évoqué l'an dernier, ce qui oblige les Athéniens à resserrer alors leurs liens déjà anciens avec la cour d'Alexandrie. De cela témoigne admirablement, certes, on l'avait vu l'an dernier, personne ne songe à le contester, le décret pour Callias de Sphétos, pris en 270-69, qui atteste l'urgence, effectivement, des appels adressés en diverses occasions au roi Ptolémée, Ptolémée II en l'occurrence, pour subvenir à l'approvisionnement de la cité. Mais on notera que ce document, pas plus qu'aucune autre inscription attique de ces années-là, ne fait mention de l'occupation du Pirée en cette période. Et c'est pourquoi, en ce qui me concerne, je pense devoir me démarquer assez nettement sur ce point de la position défendue avec autant d'érudition que de prudence par Christian Habicht. Selon moi, en effet, on s'en souvient peut-être, la réunification du Pirée avec la ville d'Astu, en un même tout, comme dit un décret, eisto auto, eut lieu dès 280, et c'est seulement 10 ans plus tard, à la veille de la guerre de Crémonides, que le roi Antigone dut parvenir à s'emparer à nouveau du Pirée dans des circonstances qui sont encore obscures pour nous, comme sont obscures la plupart des événements de cette période, justement. Et cela, donc, 2 ou 3 années avant que n'éclate précisément la guerre de Crémonides, qui est une réaction des Athéniens contre cette atteinte à la liberté des cités grecques. Ainsi, la situation politico-économique que Arens prétend découvrir dans le texte d'Héraclédès ne correspond pas, en réalité, à ce que l'on peut entrevoir aujourd'hui de la situation d'Athènes aux alentours de 270. Une fois qu'on a écarté les indices illusoires, trop souvent allégués, d'une mainmise ininterrompue de la Macédoine sur le port du Pirée entre 295 et 229. Pour mettre un terme à cette critique nécessaire, faisons encore apparaître l'étonnante faiblesse
des raisonnements échafaudés par cet historien à partir des sections non attiques de la périégèse, car le contenu des chapitres béotiens en particulier ne saurait apporter à l'examen le moindre filet d'eau à son moulin. Au sortir d'Athènes, la première cité que rencontre, si la carte veut bien apparaître, notre Héracléidès, en prenant l'une des routes de la Béotie, est la ville d'Oropos. Voilà, là aussi. Oropos, à la frontière de l'Attique, de la Béotie et de l'Eubée. Il n'en dit pas grand-chose, sinon que c'est un repère de télonailles, de percepteurs impénitents qui tirent parti de la position de cette ville, précisément, pour lever des taxes sur toutes les marchandises en circulation. La population d'Oropos, par ailleurs, est décrite chez lui comme étant elle aussi mixte en quelque sorte, mais reniant son appartenance à la Béotie. Arnouménoi tous, boiotus. Et ces gens d'Oropos sont en quelque sorte des Béotiens atticisés. Ils n'appartiennent pas à Thèbes, il ne faut pas traduire Oikeia Thébon comme le fait Arens par ils appartiennent à Thèbes. Non, politiquement c'est faux. Ils sont familiers, ils sont proches de Thèbes, ils ont des liens avec Thèbes. Ce sont à la fois des Béotiens et des Athéniens. Position tout à fait intéressante. C'est une allusion à l'histoire mouvementée de ce pays qui a toujours été ballotté entre Athènes, entre Thèbes et l'Eubée. Et de fait, les gens d'Oropos, par exemple, ayant adhéré, et à l'époque où nous sommes, étant membres de la Confédération béotienne, n'ont jamais adopté le dialecte béotien. Ils sont directement passés à la koiné, à la langue commune, qui est à cette époque aussi celle d'Athènes. C'est donc cette situation particulière des Européens qu'Héracléidès a voulu caractériser par ses observations un peu sarcastiques sur cette population. Mais selon Arens, il aurait eu également en tête une réalité politique beaucoup plus ponctuelle, à savoir le rapprochement entre Athènes et Oropos à la veille de la guerre de Crémonides, précisément. Chose qui serait, que serait venue attester un décret du peuple d'Oropos conférant les privilèges de la proxénie à l'homme politique Aristeidès de Lamtraï. C'est une inscription dont vous n'avez que la deuxième partie sous les yeux, qui date des alentours effectivement de 270. C'est cet homme politique très important, Aristeidès, connu par ailleurs comme ambassadeur à Orchomène d'Arcadie, restant très actif, on l'avait vu pendant la guerre de Crémonides elle-même, au témoignage d'un décret de Rhamnonte encore largement inédit. Mais il n'y a aucun sens, on est bien obligé de le dire, à monter en épingle ce décret d'Oropos pour Aristeidès, alors que plusieurs dizaines d'autres Athéniens obtinrent justement la proxénie, cet honneur pour les étrangers, à Oropos, durant tout le IIIe siècle. Vouloir tirer de l'évocation d'Oropos par Héracléidès un argument en faveur de la datation de l'œuvre en 270 relève donc du pur fantasme. Et il en va de même dans le cas de Platée, par quoi on finira, ville dont Héracléidès souligne également les liens étroits avec Athènes. Selon lui, les Platéens prétendaient même être des... voilà, j'arrive pas au bon endroit. Ici pour Platée. Donc, selon lui, ces
ces Platéens qui sont attachés à Athènes par les souvenirs de la guerre médique, des deux guerres médiques, se prétendent très proches, colons, et ils sont eux aussi, dit Héracléidès, des Athénaioi boiotoi. Bon, l'expression est curieuse, des Athéniens de Béotie. Et dans cette expression, Arens croit découvrir une allusion politique, car il veut mettre cela en relation avec le décret de la communauté des Hellènes, koinon ton Hellenon, trouvé naguère à Platée, décret qui honore l'Athénien Glaucon, frère de Crémonides, l'homme qui a donné son nom à la guerre des années 260. Le but de cette ligue était assurément de promouvoir l'esprit de résistance qui jadis avait permis aux Grecs de l'emporter sur l'envahisseur perse. C'est pourquoi cette ligue s'était constituée à Platée autour du culte de Zeus Eleuthérios, libérateur, associé désormais à celui de la concorde des Grecs, homonoia ton Hellenon. Comme l'atteste précisément, ça c'est une vue de Platée, comme l'atteste décret que je rappelle au passage, un document important honorant justement Glaucon d'Athènes. Or, c'est ce koinon qui célébrait par ailleurs à Platée, un concours athlétique dénommé précisément les Eleutheria, en souvenir de la bataille de 479. Et Héracléidès cite à ce propos les vers où le poète comique Poséidipos, on le retrouve, brocardait quelque peu les gens de Platée en prétendant que leur cité n'était une véritable cité, une police, qu'à l'époque des Eleutheria, c'est-à-dire tous les 4 ans seulement, tandis que le reste du temps ce n'était qu'une crête montagneuse, actait allusion à sa situation au pied du Cithéron. Autrement dit, un lieu désert, propos évidemment excessif, car au témoignage du poète lui-même, il y avait à Platée une série de monuments, notamment 2 temples, Naoi, Duo, sans parler d'un portique, etc., de plusieurs choses qui attestent une certaine importance. Mais toujours désireux, on peut dire jusqu'à l'obsession, de trouver chez Héracléidès l'écho des préoccupations politiques des années 270, Arens voudrait voir justement dans ces 2 temples une allusion au double culte de Zeus Eleuthérios et d'Homonéa. Or, c'est radicalement impossible, car même Zeus Eleuthérios n'avait pas de temple à Platée. Le temple, c'était d'abord et surtout celui de la grande déesse Héra. Mais j'abrège ce développement. Ce qui est singulier, en fin de compte, c'est que cet auteur, tout à l'inverse, a méconnu complètement les indices qui n'étaient pas favorables à sa thèse. Ainsi, à propos de Thèbes et des Thébains, car le tableau que donne Héracléidès de cette ville s'adapte beaucoup mieux à la chronologie basse qu'à la chronologie haute. Vers 280-270, cette ville n'avait pas du tout encore, n'était même pas achevée dans sa reconstruction. Les Thébains n'avaient pas recouvré leur suprématie en Béotie. Le tableau que Héracléidès en fait ne cadre pas avec cette datation haute et surtout ne cadre pas, encore une fois, avec l'évocation de Chalcis. Car Chalcis, en 280-270, a connu des péripéties nombreuses que Arens ignore complètement. Elle a échappé à la tutelle macédonienne pendant un bref temps. Elle a adhéré au koinon béotien dans une période chaotique de la guerre de Pyrrhus contre Gonatas. De tout cela, il est clair que tout cela n'est pas du tout en accord avec la description d'une cité en pleine prospérité, tranquille, qui n'a visiblement rien à redouter de personne. Il paraît donc clair, pour achever, que la description d'Héracléidès ne saurait s'appliquer à la décennie qui précéda la guerre de Crémonides. Rien ne suggère non plus qu'elle corresponde à la période de domination macédonienne sur Athènes. Elle convient très bien, en revanche, à l'époque des rois Antigone, d'Ozone et Philippe V, quand à partir de 229, une fois la guerre des Métriaques terminée, les Athéniens recouvrèrent
leur eleutheria et, peut-on dire, avec un décret que nous verrons la semaine prochaine, leur eudaimonia, leur prospérité, sans pouvoir régler pour autant le problème de l'approvisionnement en blé, de la fameuse prosphora cytone, préoccupation constante, sans rapport direct avec le statut du Pirée. Et les Cassidiens, de leur côté, durant toute cette fin du IIIe siècle, s'accommodèrent parfaitement de la domination macédonienne qui assurait à leur emporion une très grande sécurité, et d'où cette description vraiment enthousiaste d'Héracléides. Bref, je n'aperçois nul motif de modifier la position qu'après d'autres j'avais jugé pouvoir adopter en dépit d'avis divergents. Cette périégèse est bel et bien, selon toute probabilité, un témoignage sur la situation d'Athènes après le tournant de 229 et avant, juste avant, l'entrée en scène des Romains dans la dernière décennie du IIIe siècle. Je vous remercie.